Bonjour à tous et merci pour être présents. Nous sommes ravis que ce webinaire ait été aussi bien accueilli. En plus, c'est vrai que le sujet est intéressant, notamment et surtout pour les médiateurs qui travaillent en libéral, mais aussi pour tous les professionnels qui gravitent autour et avec qui on peut avoir des échanges, comme l'a dit tout à l'heure Aline. Donc, nous avons la chance d'avoir comme intervenante Marc Marandola, qui a une forte connaissance du ressenti des avocats et des notaires de par son expérience, mais aussi par les séances d'analyse de la pratique qu'elle anime régulièrement. Geneviève Lefebvre, qui devait être présente, ne peut pas être là et elle a un empêchement de dernière minute, donc on l'en excuse. Pour revenir à notre association, notre réseau, donc MFDE Lib, est le premier réseau des médiateurs familiaux diplômés d'État qui exercent en libéral. Ce réseau a été créé en 2020 et est devenu une association déclarée depuis. Elle regroupe à peu près environ 70 cabinets de médiation sur tout le territoire, et y compris en Outre-mer. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de nos adhérents que je salue. Les cofondatrices de cette association sont Hélène Abelson-Gebhardt, qui est secrétaire et s'occupe aujourd'hui de la technique, donc elle va s'effacer pour vous permettre de pouvoir naviguer en toute tranquillité, et Aline Dimiglio, qui est trésorière et qui va s'occuper de gérer les questions. Et moi, Laurence Saint-Jameau, donc présidente de la MFDE Lib, qui vous accueille aujourd'hui. Pour MFDE Lib, l'entrepreneuriat des médiateurs familiaux diplômés d'État est au cœur de notre association. Et de ce fait, nous organisons des rencontres sur ces thématiques pour permettre aussi bien de l'information que des échanges entre les médiateurs familiaux adhérents de MFDE Lib. Notre statut fait que pour beaucoup d'entre nous, nous exerçons en libéral et nous avons une manière assez différente de travailler que quand on est en asso conventionnel. Nos médiateurs adhérents sont pour beaucoup des juristes. Nous avons aussi un ancien juge, des personnes qui travaillent dans le notariat, anciens avocats qui ont raccroché la robe, ainsi que des personnes issues des métiers de l'aide et du soin. Un certain nombre sont thérapeutes, par exemple. Et certains d'entre eux sont spécialisés dans la médiation patrimoniale. Marthe Marandola, qui est là avec nous aujourd'hui, est médiatrice dans des domaines variés comme la famille, l'entreprise, les associations, la médiation de projet, la médiation préventive, etc., etc. Et est chargée de cours en faculté, autrice, et participe à des ouvrages universitaires, dont le dernier avec Paris-Sorbonne, qui est L'art de pacifier nos conflits, de la négociation à la médiation. Nous sommes donc pendant la semaine de la médiation et donc il nous avait semblé intéressant justement de pouvoir parler médiation et relations entre les différents professionnels. Il nous semble toujours très important de pouvoir, avec tous les professionnels dans lesquels on gravite et on échange, de pouvoir échanger avec eux et surtout d'apprendre à se connaître. Du coup, les interventions aujourd'hui seront autour de ces questions. Comment utiliser le médiateur familial DE libéral pour optimiser la relation client? Comment décloisonner les métiers en conservant les identités professionnelles? Et comment faire décoller la synergie? L'organisation du webinaire va se passer comme suit. Donc, Marc va intervenir par rapport à son expérience et de relations entre les professionnels. Et vous aurez ensuite un temps pour les questions. Et comme nous l'avons indiqué, pensez à les mettre dans le chat, parce que comme le temps est très court de ce webinaire, il est important que vous puissiez poser vos questions dans le chat. Aline les récupérera et pourra les poser, soit au fur et à mesure, soit à la fin. En tout cas, elle le gérera. Voilà. Je vous souhaite un bon webinaire et donc je vais passer la parole à Marthe juste pour donner un petit peu le panel des personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. On a à peu près 42% d'avocats, des médiateurs pour 49%, des notaires 5% et les autres 49, 42%, 40%, non, 4%. Oh, je me mélange là. On a toute la France qui est représentée, du nord, du sud, de l'est, etc. Donc, voilà. Je passe la parole à Marthe. Merci Laurence, merci. Effectivement, c'est un sujet qui est vraiment très très important pour nous les médiateurs et il se trouve que en animant des groupes d'analyse de pratique,
dans ces groupes que j'anime, qui sont assez nombreux, que ce soit pour IFOMEN, que ce soit pour des institutions, des associations, j'ai à cœur d'accepter les personnes qui non seulement font de la médiation directement en tant que médiateur, mais aussi des personnes qui accompagnent des clients en médiation. Alors, ce sont bien sûr souvent des avocats qui sont eux-mêmes très souvent formés à la médiation, mais ce peut être aussi des conseils juridiques, voire même j'ai eu des personnes qui étaient plutôt dans le conseil du côté des syndicats. Donc, c'est assez varié. Alors, j'aime bien faire ça, d'avoir ce croisement de compétences dans les analyses de pratique, parce que ça permet une chose très intéressante, qui est de croiser les regards différents sur un même objet, qui est la médiation. Et dans ces analyses de pratique, quand des personnes qui accompagnent des clients en médiation expriment leurs expériences et les partagent avec les autres, il y a un certain nombre de points qui reviennent. Alors, bien sûr, ce que je vais vous dire là, ça n'a rien d'une enquête exhaustive, bien sûr, hein, c'est un regard tout à fait subjectif à un certain moment de ce que je peux noter, de ce que j'entends dans les groupes. Mais grosso modo, on va avoir les 3 phases de la médiation qui vont parfois susciter des questionnements de la part des avocats accompagnateurs. Et ce qui est intéressant pour nous, médiateurs, c'est de voir en face comment on peut s'adapter et répondre à ces questionnements. Toujours dans l'esprit de ce que tu as dit, Laurence, c'est-à-dire parvenir à une bonne collaboration, à une bonne synergie. Donc, beaucoup d'avocats me confient dans les analyses de pratique que dès le départ, le fait de présenter, d'inciter à la médiation, c'est quelque chose qui n'est pas toujours une étape très facile, parce que souvent, le client, évidemment, n'est pas venu dans cet esprit. Et il se trouve que l'avocat considère que sur ce dossier, pour des raisons multiples, ce serait quand même bien qu'il y ait une étape de médiation. Donc, l'avocat va s'engager à la présentation de cette médiation. Et en s'engageant, il doit faire attention, évidemment, de ne pas troubler sa propre image professionnelle, que l'autre en face ne puisse pas en déduire que, je ne sais pas moi, que l'avocat n'est pas assez compétent ou pas assez pugnace, alors que ça n'a rien à voir. Donc, il y a cette phase déjà de présentation de la médiation et parfois de présentation de la médiation à la partie adverse. Aussi bien l'avocat de la partie adverse que le client lui-même. Et que ce n'est pas non plus une étape des plus faciles. Donc, tout cela pour dire que quand l'accord a été obtenu, et parfois d'une façon un peu compliquée, mais obtenu quand même, d'aller en médiation, évidemment, les attentes sur la médiation vont être particulièrement fortes. Parce que on pourrait dire que l'avocat a la sensation qu'il joue une partie de sa crédibilité professionnelle. Il s'est engagé à ce que la médiation produise quelque chose de bénéfique pour le client, bien sûr. Et évidemment, cette attente, elle peut conduire à parfois des déceptions, ce qui est tout à fait normal, et on verra dans le cours de notre webinaire comment on peut prévenir ces déceptions. Après, l'autre étape, il y a en analyse de pratique des retours d'expérience qui sont très intéressants à travailler, c'est évidemment l'étape de la médiation elle-même. Le parcours, ce qui se passe dans la médiation, dans les réunions plénières. Et bien sûr, parfois, quelque chose peut mal se passer. Et c'est comme ça. On n'a pas toujours le médiateur qu'on voudrait, parfois ça se passe pas bien. Je vous donne juste un exemple comme ça d'une médiation il n'y a pas très très longtemps, une avocate nous a confié, une médiation très compliquée avec beaucoup de personnes. Les gens ne voulaient pas aller en médiation, mais en fait tout le monde s'y range à la médiation parce que tellement l'affaire elle est compliquée et dure depuis longtemps. Et puis arrivé à la séance de médiation, le cadre n'est pas vraiment bien posé par le médiateur, tout le monde n'est pas présenté, on ne sait pas très bien qui est qui, enfin bref, ça finit dans une espèce de chaos au bout d'une heure et demie, et le client sort avec l'avocate en lui disant « mais qu'est-ce que vous m'avez emmené dans cette galère ?» Donc, ce n'est pas très agréable pour l'avocat. Donc là aussi, on va réfléchir à comment prévenir ce genre de situation désagréable. Et puis parfois, simplement, l'avocat, il a besoin de parler avec le médiateur. Et parfois, il ne sait pas comment faire pour parler avec le médiateur. Enfin, le troisième point, où on a des retours d'expérience qui peuvent être intéressants, vraiment,
qui est parfois problématique, c'est au final de la médiation. J'ai régulièrement des avocats qui, dans les analyses de pratique, disent ben, la médiation s'est terminée par un accord, mais pour moi, la médiation, elle n'était pas vraiment terminée. Et j'aurais voulu que la médiation aille plus loin, dans vraiment peut-être faire une première rédaction de l'accord, peut-être qu'on se revoit au moment de la rédaction de l'accord, et que cette finalité de la médiation n'est pas toujours perçue comme étant assez cadrée et assez précise par le médiateur. Alors, je ne dis pas que la faute en revient au médiateur, hein, c'est tout un ensemble qui se met en place autour de la médiation, bien sûr. Mais voilà, c'est un retour intéressant parce que j'ai régulièrement aussi des personnes qui me disent, alors aussi bien médiateur qu'avocat, qui disent, ben, on s'est mis d'accord, et puis au final, on a traîné pour la rédaction de l'accord, on a traîné énormément, on ne savait pas très bien qui le faisait, puis en fait c'est redevenu flou, puis en fait on ne savait plus très bien, et puis tout ça finit dans une espèce de marais extrêmement désagréable pour tout le monde. Donc on voit bien que dans la finalité, dans le bouclage de la médiation, il y a certainement une étape qui peut parfois être à travailler. Je ne dis pas toujours, hein, bien sûr, il y a parfois des accords qui sont tellement clairs qu'il n'y a pas besoin d'y revenir, mais non, je crois que, enfin, c'est vraiment une remarque que j'ai eue quand même plus d'une fois de ce moment de l'accord qui est parfois un petit peu flou pour tout le monde, quoi. Surtout quand la partie adverse reste passive, bien sûr, et qu'il y a une des parties qui a plutôt tendance à ne pas bouger, et tout le monde se retrouve dans une situation délicate. Donc voilà pour moi vraiment les 3 grandes étapes de la médiation où il y a des retours qui peuvent être intéressants pour nous, médiateurs. Merci Marc. Aline. Oui, alors moi je voulais justement présenter succinctement un exemple de médiation et je suis tout à fait dans le droit fil de ce que tu dis, où on est en présence de 2 clients, de 2 médiés avec leurs avocats. Un des avocats est plus dans la notion de médiation, de facilité, d'apporter des éléments qui vont permettre à l'autre partie de pouvoir avancer, enfin vraiment d'un vrai travail. Et de l'autre côté, un professionnel, un avocat qui est lui strictement dans le point juridique, certain d'être dans un point de vue qui sera forcément positif et qui ne participe pas au travail de mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir trouver un accord. Et dans ces cas-là, dans le cas que j'ai vécu, en fait, c'est vraiment l'avocat de l'une des parties qui a été, comme on dit, chercher son confrère pour pouvoir débloquer la situation et pour faire que finalement, on puisse aboutir, là, dans ce cas précis, à un accord. Même si je te rejoins, l'accord n'a pas été fait sur le moment et on voit que ça traîne ensuite. Donc, effectivement, c'est jamais, tout n'est pas simple. Mais on arrive aussi à mettre en œuvre des collaborations entre professionnels, même au cours d'une médiation. Et ça, c'est vraiment intéressant quand ça se passe comme ça. Merci Aline. Et du coup, pour les notaires, comment est-ce que ça se passe? Alors, les notaires, j'en ai rarement dans les groupes d'analyse de pratique, je dois le dire. Mais par contre, il se trouve que, comme j'encadre des mémoires à Paris 5, j'ai eu plusieurs fois à encadrer des mémoires de notaires qui se formaient à la médiation. Et que, à partir de ces personnes, les entretiens que j'ai pu avoir avec ces personnes, il y a des points qui me sont apparus vraiment importants à leurs yeux, hein. Là aussi, pour le notaire, il n'est pas toujours facile de faire comprendre la nécessité de faire entrer un autre professionnel. Parce qu'évidemment, on sait bien que le notaire, il a une image de conciliateur. Dans l'imaginaire public, c'est lui qui va arranger tout ça. Mais comme me l'a dit un des notaires que j'ai suivi dans son mémoire, il était d'une famille de notaires, son père était notaire, son grand-père notaire, etc. Et il a dit, mais autrefois, ça paraissait plus simple parce que les gens venaient à l'étude. Et donc, on avait 3, 4, 5, 6, 10 personnes qui parfois ne se parlaient plus, mais qui se retrouvaient dans la même pièce. Et que le notaire avait une position d'autorité. Et que c'était pour lui, à ses yeux, je vous porte son témoignage, hein, que c'était absolument plus facile à ce moment-là parfois de débloquer des situations parce que les gens étaient présents et se parlaient. Alors que maintenant, ils sont de plus en plus dans un système de visio, des gens à distance et des signatures à distance, enfin tout ce qu'il y a à distance. Et lui,
avait dans son expérience de dire, mais quand les personnes se bloquent, qu'elles ne se parlent pas entre elles, eh bien, à ce moment-là, on peut passer des heures et des heures sur le dossier, et ça, ce n'est pas possible. Alors, ils m'ont aussi expliqué, ces notaires, qu'ils ont dans leurs textes, les textes prévoient que le notaire peut demander une rémunération spécifique en cas de travail long et laborieux sur l'élaboration d'accords et de faire le rapprochement des parties. Et je vous cite très clairement le mémoire, comme ça, avec l'autorisation de l'auteur, bien sûr, qui me dit ceci, qui écrit ceci. Donc, il y avait eu une négociation extrêmement longue entre de nombreuses parties, et voilà ce qu'écrit le notaire. Un confrère, lors d'un entretien, me faisait part de sa frustration à se voir contester les honoraires qu'il réclamait au titre de la transaction, au motif qui n'avait pas été annoncé 5 ans plus tôt lors de l'annonce des frais relatifs à l'établissement de l'acte. Donc, position extrêmement désagréable pour quelqu'un qui a passé peut-être des dizaines et des dizaines d'heures à démêler un dossier. Donc, c'est pourquoi, pour beaucoup de notaires, il est parfois difficile de rendre compte de ce point au client et qu'il est plus facile de faire rentrer un médiateur extérieur. Parce que la délimitation des postures professionnelles de chacun sera beaucoup plus claire et pour avoir aussi un maximum d'efficacité. Enfin, un point qui était revenu dans les discussions avec les notaires, c'est que lorsqu'il y a médiation, il est important qu'il y ait du dialogue entre le médiateur et le notaire pour que ce qui a été vraiment acté dans la médiation prenne forme dans les actes faits par le notaire. Donc là, il y a une passerelle professionnelle qui est vraiment, à leurs yeux, très, très importante, de façon à ne pas ensuite se retrouver de nouveau dans des cas de contestation ou dans des cas de malentendus. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les conversations que j'ai pu avoir avec ces notaires qui faisaient des mémoires de diplôme universitaire de médiation. Alors moi, Je crois que tu as un exemple. Voilà, moi, je travaille pas mal en partage, en succession. Et j'ai un exemple, je voulais, comment dire, que je trouve assez parlant pour voir quel est le travail du notaire, quel est le travail du médiateur. C'est un frère qui faisait une action en réduction contre sa sœur qui avait été instituée légataire universelle. Donc, il réclamait des sous, il y a des tas de comptes, des choses à faire. Et en réalité, en médiation, il revendiquait sa place de fils. Donc la médiation, elle a lieu bien sûr avec la sœur, les parents sont décédés, mais en réalité, ça ne s'adresse pas vraiment à la sœur, mais c'est aux parents. Et quand la sœur a compris que ce n'est pas contre elle, mais que c'est une lutte pour sa place, et ça, le notaire, il ne le fait pas, ce genre comment dire, de mise à jour ou de compréhension. Moi, je dis toujours en médiation, on vient pour comprendre. Donc c'est vraiment, on a des rôles différents. C'est effectivement faire le lien entre les accords en médiation et la traduction en acte, en fait, hein, et de montrer qu'il y a vraiment, les professionnels ont des rôles qui sont très différents. Et comment, Marthe, tu verrais pour initier cette coopération entre les professionnels? Parce que tu as énoncé pas mal de choses par rapport aux avocats et aux notaires. Comment est-ce qu'on pourrait initier cette coopération? Eh bien, c'est la nécessité de pouvoir dialoguer. Il n'y a pas de coopération sans dialogue. Hein. C'est vraiment, on a l'impression d'ouvrir une page de n'importe quel magazine, mais c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Parce que il faut développer un esprit de coopération entre professionnels. Et en fin de compte, de quoi parle-t-on? On parle de travailler en confiance. Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance dans l'autre? Exactement dans nos domaines où, encore une fois, chacun a sa déontologie, sa posture professionnelle, ses objectifs avec son client. Enfin, tout ça est parfaitement normal. Et chacun aussi a sa culture de métier, qui n'est pas tout à fait la même. Je dis souvent que c'est, dans les analyses de pratique, on voit souvent que c'est tout à fait normal que quand on parle d'une médiation, qu'il y ait des points de vue différents entre les différents professionnels qui sont présents entre, par exemple, l'avocat et médiateur. C'est tout à fait normal, parce que chacun vient avec son background, avec sa culture, avec son type de solution qu'il peut amener, etc.
je vais amener une notion qui n'est pas évidente entre professionnels, je crois, qui est une notion importante dans le travail de coopération, dans la notion de coopération, c'est la notion de soutien mutuel. Alors, mais qu'est-ce que c'est que le soutien mutuel? Alors, on va le dire très simplement, c'est une attitude, un comportement, si vous voulez, qui favorise les postures professionnelles de chacun. C'est-à-dire que chacun se sent conforté dans sa posture professionnelle. C'est donc une relation qui est exempte de rivalité, de jugement injuste ou de critique. C'est une attitude où il n'y aura pas d'attitude déloyale. C'est ça, le soutien mutuel. Alors, qu'est-ce que c'est les attitudes déloyales? On a tous, tout le monde en a des exemples, bien sûr. C'est le médiateur qui, subtilement ou pas très subtilement, dévalorise le travail de l'avocat. « Oh, votre avocat, il a passé 6 mois là-dessus, mais moi, vous allez voir, en 2 heures, c'est magique. Je vais tout vous régler. » C'est une façon subtile de dévaloriser l'avocat pendant la séance, etc. Enfin, tout ce genre de positionnement qui n'est pas toujours très clair, mais qui est ressenti comme quelque chose d'extrêmement désagréable. Et à l'inverse, bien sûr, les médiateurs qui, en analyse de pratique, nous disent la médiation se passait bien et tout. Mais l'avocat, un des avocats, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'avocat, entre 2 médiations, critique le médiateur, critique la médiation, dit à son client, mais de toute façon, tout ça ne sert à rien. Enfin, dévalorise à son tour la médiation. Et le résultat de ça, c'est une perte de temps et d'énergie pour tout le monde. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement dommage, quoi. Et puis surtout, quand la médiation a eu lieu et que ça n'a servi à rien, on a en fait un client qui est mécontent, tout simplement. Donc, l'attitude du soutien mutuel, c'est une attitude non déloyale. Alors, ça veut dire que c'est normal aussi qu'on ne soit pas d'accord. Donc, ça veut dire quelque chose de très important, c'est qu'on est capable de se parler de choses pas forcément très agréables, ou au moins de faire un point. Pouvoir se dire quand quelque chose ne va pas, alors que ce soit dans la méthodologie qui a été appliquée, ou que ce soit dans la façon dont les entretiens se passent, je ne sais pas, mais quelque chose gêne, quelque chose contrarie. Alors, soit on le garde pour soi, par exemple, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de cette avocate qui a vécu cette médiation pas cadrée et où, au fin de compte, n'a servi à rien, eh bien, dans l'analyse de pratique, le groupe lui demande « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit au médiateur ?»« Ah, je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas gêner le médiateur. » Sauf que, ne disant rien, la personne sort mécontent et tout le monde sort mécontent. Donc, il y a à se poser la question entre professionnels de se dire comment on peut se parler, dans quel cadre on peut se parler. Sans confiance, il n'y a pas de coopération possible. Donc, dialoguer, c'est pas établir une espèce de connivence, on va se mettre d'accord dans le dos du client, c'est pas ça du tout. Vous l'imaginez bien sûr, on a une déontologie. Mais c'est pouvoir se parler, se passer un coup de fil, d'abord peut-être, on le verra plus tard, bien préparer la séance, mais pouvoir se dire, écoutez, voilà, il s'est passé telle chose, je suis un peu gênée là-dessus, etc. Et pouvoir simplement s'en parler, tout simplement. Et rien que ça, je pense que ça pourrait déjà favoriser vraiment cette attitude de coopération. Est-ce que, juste pour terminer, je peux vous dire un exemple que j'avais eu avec un notaire, très très simple, c'est que je ne sais pas si je suis encore à l'écran, excusez-moi. Si, ah oui, il y a eu un moment, l'image a été troublée. Les actes étaient faits, la répartition du patrimoine fait, et il restait une grande maison familiale qui était remplie d'objets, qui était à distribuer dans la famille, et c'était un motif de dispute parce que les gens ne se parlaient plus, nanana, etc. Et la médiation a servi à construire l'accord et que les gens puissent venir chercher les objets, etc. Mais pour que cela soit possible, il a fallu bien sûr que le notaire explique au médiateur quels étaient les objectifs de la médiation. Donc, il faut du dialogue entre professionnels en respectant les bases déontologiques
et le secret professionnel quand il y en a besoin. Merci Marthe. Et c'est vrai que je peux reconnaître que la plupart de nos adhérents accueillent les avocats en médiation et c'est vrai que ça, c'est très intéressant en fait, hein, puisque l'avocat, la plupart du temps, est très, très aidant. Moi, j'ai eu justement une médiation qui, en fait, j'avais été désignée, enfin, non, ce sont deux avocats qui m'ont contactée en fait pour mettre en place cette médiation. Et le premier rendez-vous s'est passé avec eux et c'était très intéressant parce que ça a permis de pouvoir expliciter la façon que les attentes de chacun et comment on pouvait travailler ensemble sur le processus, pas tant sur le contenu de la médiation, puisqu'après, hein, ça allait être déroulé, mais surtout sur le processus et les attentes de chacun. Et là-dessus, je te rejoins, Marthe, où vraiment on a besoin en fait de se parler et de se dire les choses. Et comme on dit souvent, en fait, moi j'ai l'habitude en médiation de dire aux gens, ben, s'il y a un moment, ça va pas pour vous, vous me coupez. Eh ben, je trouve que les autres professionnels, c'est aussi ce qu'ils devraient faire. Alors, peut-être pas au cours de la médiation s'il y a des échanges, mais peut-être de prendre le téléphone et dire, bon, comment est-ce qu'on peut arranger, comment on peut se parler. On voit depuis le début de ce webinaire qu'en fait, la complémentarité est importante, qu'on a besoin les uns des autres. Nous, on a besoin d'avoir des avocats qui soient partie prenante, des notaires aussi. Et je pense que la réciproque est en partie vraie. Maintenant, comment faire pour faire décoller cette synergie? Comment initier des choses nouvelles, des façons nouvelles d'aborder la question, une façon nouvelle d'aborder les professionnels qui sont autour de nous pour donner envie de travailler vraiment en synergie ensemble avec eux et nous avec eux, et eux avec nous. Je vais reprendre un mot que tu as dit, Aline, qui est le mot compétence. Je dois avoir confiance dans les compétences de l'autre. Ça, c'est une évidence. Il faut le baser comme principe. Hein. Et que si nous créons entre nous une chaîne de compétences qui vont être des compétences différentes, on est bien d'accord, avec parfois, encore une fois, l'objectif commun, ça va être la satisfaction du client, mais il peut y avoir d'autres objectifs qui sont liés aux statures professionnelles. Mais si on crée une chaîne de compétences, on voit que ça va sécuriser les personnes. Les personnes vont se dire, je suis bien accompagné par mon avocat, ou je suis bien soutenu par mon notaire, et qui connaît ce médiateur, qui lui fait confiance. Le médiateur fait confiance à mon avocat, à mon notaire, et donc forcément, ça aide les personnes à aller vers un accord. Ça me paraît vraiment très important. Il y a des choses qu'on peut faire. D'abord, tout simplement se rencontrer. Alors je sais que c'est pas toujours facile, qu'on n'a parfois pas beaucoup de temps, que parfois monter des rendez-vous de médiation, ça peut être la croix et la bannière, vraiment avoir des galères, etc. Mais on peut quand même se parler 10 minutes au téléphone. Je vous assure que 10 minutes, on se dit déjà beaucoup de choses. Le médiateur peut expliquer comment il va travailler. L'avocat peut expliquer, lui, quel est le point important à ses yeux. On peut même imaginer, ça m'a été soufflé par une avocate qui fait beaucoup de recours à la médiation dans le droit de la famille, qu'au moment de présenter la médiation à des personnes, bien que ce soit le médiateur qui vienne au cabinet de l'avocat et qui présente qu'est-ce que ça va être la médiation dans le cabinet de l'avocat, et qui présente ainsi la complémentarité entre ces deux professions, plutôt que de les envoyer, on ne sait pas comment, ce qui va se passer, etc. Je trouve que ça peut être intéressant pour préparer une médiation. Alors, on ne va peut-être pas le faire systématiquement, parce qu'il y a des problèmes de temps pour tout le monde, mais parfois, ça peut on va le voir vraiment la peine. Vous voyez, je me souviens dans une analyse de cas, d'une médiation où il y avait un couple qui ne s'était pas parlé depuis très longtemps, qui était dans un divorce conflictuel vraiment cataclysmique. On était déjà chacun leur 3e ou 4e avocat, enfin, ce genre de dossier dont plus personne ne se sort, hein, faut dire la vérité. Et l'avocate envoie, enfin vraiment, se bagarre pour. Enfin, les deux avocates étaient d'accord pour aller en médiation parce qu'elles sentaient bien qu'elles n'allaient pas s'en sortir. Mais elles n'ont pas parlé avant la médiatrice, elles ne la connaissaient pas. Et en fait, la médiatrice a reçu les personnes en plénière directement, sans entretien auparavant. Et en fait, ça a été un pugilat épouvantable.
Les deux avocates se sont levées au bout d'une heure en disant « Écoutez, on arrête là, c'est pas possible, ça fait plus de dégâts qu'autre chose, etc. » Et quand on avait travaillé ça en analyse de pratique, il y avait certainement une mauvaise méthodologie de la part de la médiatrice, certainement, mais si ils avaient pu se parler entre avocats et médiateurs pour dire attention, attention, des gens qui ne se sont pas parlé depuis 2 ans, qui sont dans des rapports de violence verbale permanents, attention, mettons des garde-fous, réfléchissons à la façon d'organiser au mieux cette médiation. Il aurait peut-être suffi d'1 quart d'heure de discussion ensemble pour éviter des dégâts importants. Donc, communiquer avant, moi je crois que c'est important. Il y a des avocats qui connaissent bien la médiation, mais qui ne connaissent pas toujours la méthodologie que va appliquer le médiateur. Quelles sont les attentes de chacun? Qu'est-ce que le médiateur attend de l'avocat pendant la séance et qu'est-ce que l'avocat attend du médiateur? Et s'ils ont quelque chose à se dire, comment on va se le dire? Est-ce qu'on va faire un aparté? Est-ce qu'on va attendre que ce soit fini? Est-ce qu'on va pouvoir le dire à voix haute? Enfin, je ne sais pas. Il faut un petit peu préparer les choses. Je crois vraiment que ça permettrait d'éviter quelques éléments désagréments, quoi. C'est au médiateur, quand il entend les avocats, par exemple, entre 2 séances plénières, on se passe un coup de fil, comment vous avez vécu ça, qu'est-ce qui se passe pour vous, quels sont les points qui vous semblent importants, etc. C'est au médiateur de mettre les limites sur ce qu'il veut entendre ou pas par rapport à la confidentialité. Parce qu'on sait bien qu'un médiateur doit rester assez, bien sûr neutre, mais assez vierge dans le dossier. Il n'a pas besoin de connaître tous les aspects juridiques du dossier. C'est pas ça qu'on attend de lui. Donc, c'est au médiateur de mettre ses limites déontologiques, exactement comme c'est aux avocats de mettre également les leurs. Mais on peut se parler quand même d'énormément de choses, de ne pas se faire des idées préconçues ou avoir des attentes irréalistes, tout simplement. Hein. Et je pense que pendant la médiation, la façon dont on est disposé, la façon dont on parle, moi je sais qu'au début où j'accueillais les avocats dans mon espace de médiation, on m'avait appris à vraiment les mettre très de côté, à leur demander de se taire, etc. Et j'ai changé après, j'ai changé complètement parce que je voyais bien que c'était absurde parce que je me privais parfois d'un élément de dynamique intéressant. Donc, de pouvoir se dire en cours des séances, éventuellement se tourner, est-ce que vous avez besoin de vous exprimer là? Est-ce que vous avez besoin de parler avec votre client, de faire un aparté, de pouvoir comme ça avoir ce dialogue ouvert devant les clients? Je pense que c'est aussi très important pour l'esprit de la médiation, pour montrer qu'on est tous dans le même bateau et qu'on essaye d'aller vraiment vers le même endroit qui s'appelle la fin du conflit. Je crois que cette qualité du dialogue en présence des médiés, elle est aussi vraiment un élément important pour favoriser l'accord. Et enfin, je terminerai là-dessus. J'ai eu récemment médiatrice qui travaille en comédiation, quelqu'un que je suis régulièrement, et qui me dit que maintenant, très souvent, alors ce n'est pas de la médiation familiale, je le précise, c'est de la médiation d'entreprise ou autre, mais très régulièrement, quand elle le sent, elle appelle les médiateurs, soit une fois que la médiation est finie, soit un petit peu avant, elle appelle les avocats, pardon, et ils font un point ensemble. Et elle me dit, les gens sont très heureux qu'on les appelle. Ils sont très heureux de pouvoir exprimer des choses. Et ça change complètement le rapport entre professionnels. Donc voilà ce qui, pour moi, peut créer vraiment une chaîne de compétences qui est intéressante pour tout le monde. Alors, dans ce que j'entends là, dans ce que tu nous dis, Marthe, en fait, pour toi, c'est en fait au médiateur d'initier cette dynamique en ayant des relations peut-être plus directes ou en les suscitant davantage? Oui, c'est sans doute parce que beaucoup d'avocats, enfin de ce qu'ils disent en analyse pratique, craignent d'empiéter sur le territoire des médiateurs. Donc ils sont plutôt souvent en position de retrait. Mais si on a un code de communication qui est établi, sur lequel c'est clair dans quel cadre on communique, à ce moment-là, ça devient facile pour tout le monde. Et je crois que c'est le médiateur, en créant son espace de médiation, soit déjà, on a la chance de pouvoir se connaître entre avocats, et donc l'avocat sait comment je travaille. Moi, j'ai des avocats qui m'appellent parfois en me disant, écoutez, je ne peux pas venir, mais je vous fais confiance.
Ça veut dire que même quand l'avocat ne sera pas là, il va continuer à exister dans la médiation. Il ne va pas être oublié. Dès qu'il y aura un point de droit ou sur certains points de réflexion, je vais dire aux gens, mais écoutez, mais allez voir votre avocat, mais on va demander à l'avocat ce qu'il en pense, etc. Vous voyez, donc on travaille dans un climat de grande confiance qui permet évidemment d'avoir un contact beaucoup plus enrichi des deux côtés. Est-ce que Aline, tu as eu des questions? Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? Assez peu de questions. Notre auditoire serait-il un peu timide? Je ne peux pas imaginer chose pareille. Surtout que maintenant, on sait qu'il faut oser aller prendre des contacts directement. Donc, non, j'ai assez peu de questions. J'ai une remarque. Comment développer la connaissance de la médiation auprès des familles empêtrées dans les conflits successoraux? C'est une question intéressante. Et là, oui. justement, je pense que la complémentarité entre professionnels peut être intéressante. Je comprends très bien qu'un notaire, c'est compliqué quand même que quelqu'un vienne vous voir pour faire un acte professionnel et qu'en fin de compte, vous lui dites, écoutez, ce serait bien avant que vous alliez voir un autre professionnel. C'est quand même pas... Comme la médiation n'est pas très connue, c'est exact, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, ils vont dire, mais pourquoi elle nous envoie là, elle n'est pas capable de le faire, je ne sais pas, puis je ne connais pas cette personne, puis ça va nous coûter des sous, alors qu'est-ce que c'est? Enfin, je pense que c'est un point là où on pourrait avoir vraiment beaucoup plus de synergie entre professionnels et être créatif, hein, pouvoir peut-être, voilà, je suis avocat, j'ai mes clients qui sont là, qui disent oui, c'est vrai, il faudrait quand même qu'on arrive à se parler, sinon on va jamais y arriver. Bon, moi, je veux voir une médiation, mais écoutez, on va faire une petite visio là de 10 minutes avec un médiateur, une médiatrice que je connais. Et puis tout de suite, on va lui poser la question. Comment vous travaillez? Comment ça se passe? Est-ce que je vais être obligé de faire la paix avec toutes les fausses idées de la médiation? Est-ce qu'on va être obligé de se serrer la main? Moi, j'ai pas envie de lui serrer la main. Je voudrais pas être dans la même pièce. Enfin, voilà. Et on va poser tout de suite ces questions au médiateur. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est intéressant comme ça. Hein. Ça fait envie. Ça fait envie. Ça fait envie, c'est vrai. Et puis, voilà, et en cours de médiation, ne pas hésiter, quand on voit que pour un avocat, il y a une gêne, peut-être de lui proposer un aparté et de voir qu'est-ce qui se passe. Ça peut être un problème avec son client, par exemple, et pas du tout avec la médiation. Hein, moi, j'ai eu encore le cas, il y a vraiment très, très récemment, d'une médiatrice qui nous a expliqué qu'elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a proposé un aparté. Et en fait, elle a fait en quelque sorte, dans 5 minutes, une mini-médiation entre l'avocat et son client. Simplement parce qu'en fait, ce que le client disait, c'était tout à fait le contraire de ce qu'il avait dit à l'avocat avant. Donc évidemment, l'avocat se trouvait très très mal. Il était en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, voilà, et le malentendu a été levé, mais il a été levé en cours de séance. Donc ça a gagné du temps pour tout le monde. Sinon, je pense que l'avocat serait resté jusqu'au bout avec un malaise, qui du coup l'aurait peut-être empêché de bien écouter ce qui se passait, de bien participer, et ça aurait pu fragiliser tout le processus par la suite. Et l'affaire a été réglée immédiatement par cette proposition du médiateur. D'où l'intérêt de se parler et de pouvoir se sentir entre guillemets légitime d'arrêter par exemple la médiation, de poser des questions et de pouvoir se parler pendant la médiation. Oui, d'autant plus, Laurence, que tu l'as dit, je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, il y a des avocats qui sont vraiment très porteurs dans la médiation. Mmh. Bon, il y en a qui préfèrent être complètement en retrait, c'est un choix vraiment à respecter. Du moment que ce retrait n'est pas un retrait de désaveu. Et ça, c'est en se parlant, en fait, même quelques minutes, ça suffit pour comprendre que l'avocat peut être mal dans cette médiation pour telle ou telle raison, etc., qu'il n'en voulait pas pour telle raison, qu'il y a un problème avec le confrère en face, enfin, que sais-je, quoi. Mais le fait d'ouvrir la porte du dialogue, on ne résout pas tout, mais je trouve que c'est quand même mieux que le silence où chacun affabule des suppositions sur le comportement de l'autre. On est là au cœur de la médiation, des règles de communication de la médiation, de ne pas supposer quelque chose de l'autre, mais d'investiguer pour savoir si notre hypothèse est bonne ou complètement fausse. Et je crois qu'il faut agir avec le même esprit de médiation entre professionnels, surtout que maintenant, nous avons la chance quand même que beaucoup d'avocats soient formés à la médiation. Très bien. Moi, j'ai une question.
On devait l'envoyer à Aline, mais bon, c'est moi qui l'ai reçu apparemment. Donc, quel conseil pouvez-vous donner à un avocat pour arriver à convaincre son client de faire une médiation sans se décribelliser? Mais oui, c'est une question qui est particulière à chaque dossier. On ne peut pas avoir une réponse globale, ce n'est pas possible. Je crois que ce qu'il faut que les gens comprennent, et chez le notaire, ils arrivent à le comprendre, parce que quand on se retrouve à 25 sur une indivision, on se dit ça va durer 30 ans, quoi. Bon, il y a un souci. Chez l'avocat, je pense qu'il faut que le client comprenne que pour bien construire un dossier juridique solide et que les personnes arrivent à un accord dans lequel elles peuvent se retrouver, il est parfois nécessaire qu'on puisse clarifier le dossier. Et pour clarifier ce dossier, il est parfois nécessaire de se parler, pour lever des incertitudes, pour lever des malentendus, pour clarifier les objectifs qu'on pourrait avoir. Je donne un exemple très très simple. En médiation familiale, quelque chose qu'on voit extrêmement souvent. Si madame s'imagine que monsieur a un compte secret sur lequel il a mis beaucoup d'argent et qu'il ne veut pas le dire et que bon, des choses comme ça, on en voit tout le temps. Et donc là, en médiation, on va pouvoir davantage poser des choses sur la table. On va pouvoir aussi travailler sur des craintes et des appréhensions. Mais qu'est-ce qui va se passer si j'accepte ça? Et encore une fois, si l'avocat se sent mal à l'aise pour expliciter la médiation, parce qu'il va y jouer sa crédibilité, pourquoi pas ne pas demander à un médiateur de venir la présenter, de s'exprimer et de voir ensemble quels seraient les intérêts de la médiation pour le client. Il faut toujours partir des intérêts du client. Moi, je ne vais pas en médiation si j'en vois pas vraiment un intérêt. Parce qu'aller en médiation, il faut du courage. Il faut du courage parce que je vais me retrouver dans la même pièce que 1, 2 ou 3 personnes avec lesquelles je ne m'entends pas. Donc, il faut du courage. Pour avoir ce courage-là, il faut que l'issue me soit présentée d'une façon où je dis, bah oui, quand même, je peux gagner 1 an, 2 ans, 3 ans de procédure, je peux dire des choses que j'ai sur le cœur, ça me paraît aussi important, je vais pouvoir lui dire en face, là, ce qui s'est passé là, ça m'a blessé, je vais pouvoir dire précisément quelque chose qui ne sera jamais dans le jugement, qui est telle attitude, tel comportement, je ne veux plus, je veux cela. Donc, toutes ces choses un petit peu subtiles, mais qui sont essentielles dans la relation, tout ça, ça va pouvoir se jouer en médiation. Et donc, le médiateur peut très bien expliquer tout cela. Bien sûr, si l'avocat ne s'en sent pas, sent que c'est trop, qu'il n'a pas vraiment la bonne écoute de son client, etc. Donc, je trouve que l'entrée en médiation, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que là aussi, on va susciter des attentes et il faut que ces attentes soient réalistes. Quand on rentre en médiation en se disant « mais l'autre va comprendre combien j'ai souffert et il va changer », je m'excuse, mais c'est une attente irréaliste. Si ça se produit, c'est merveilleux. Mais on ne peut pas garantir que l'autre va changer. Ça, alors là, je ne connais pas la baguette magique qui permet de faire changer l'autre. Ah, cette baguette magique, elle fait rêver tout le monde, ça c'est certain. Il y a une question qui vient d'arriver, donc je me permets de t'interrompre. C'était, quelle est selon vous la frontière d'intervention entre le médiateur notaire et le médiateur familial? Je ne comprends pas bien la question. Alors, Ah oui, qu'est-ce qui ferait que ce serait mieux que ce soit un médiateur notaire? Oui. Ou qu'est-ce qui ferait que ce soit un médiateur familial? Oui. Alors, là aussi, ça dépend des dossiers. Il faut être honnête, on peut pas avoir de réponse générale là-dessus. Chaque histoire en médiation, chaque dossier est une aventure différente. Et ça vaut la peine parfois de réfléchir un petit peu et de se dire, voyons, quel serait le meilleur professionnel qui pourrait intervenir là-dedans? Je crois sincèrement. Moi, ce que je vois souvent dans l'avantage des médiateurs qui sont extérieurs à la profession, c'est la clarification des postures. Ça, vraiment, je trouve que ça soulage tout le monde. On aura le droit de trouver que son notaire est magnifique, mais que vraiment le médiateur, il était un peu mieux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que les choses, elles sont bien distinctes. Elles sont bien distinctes. Et moi, je trouve que c'est un confort pour tout le monde. Maintenant, il y a peut-être sans doute des affaires dont l'imbroglio juridique est tel qu'on peut se dire il vaut mieux que ce soit quand même un expert du notariat qui débrouille ça. Je ne pense pas qu'on peut avoir une réponse globale. Ça ne me semble pas possible. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Aline et Laurence. Il y a toujours le risque, si on est médiateur et notaire ou notaire médiateur,
cette question de place et de rôle, finalement, qui ne sont pas les mêmes. Et est-ce que l'on reste pleinement dans sa fonction de médiateur si on apporte une information purement juridique de droit notarial? Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Voilà, je pense que vraiment, ça dépend des affaires, du milieu dans lequel on est, des personnes qui sont en face de nous, en réalité. Et moi, je reprendrai un petit peu ce que tu as dit. C'est aussi l'intérêt que j'y vois, c'est d'avoir une posture carrément autre. En fait, on est vraiment en dehors. Et du coup, quand il y a quelqu'un qui va parler de liquidation, qui va parler d'héritage, de testament d'une sorte ou d'une autre, le médiateur, si il connaît pas, il va être là en capacité de poser les questions. Et bien souvent, on se rend compte que les personnes qui sont en médiation n'ont pas la même définition. Et de reposer la question, ça permet de mettre sur la table la définition de chacun et de s'accorder déjà sur qu'est-ce qu'on pense par rapport à ce mot et où est-ce qu'on veut aller après. Oui, Laurence, c'est vrai, d'autant plus que parfois des choses apparemment objectives sont ainsi avancées, alors qu'en réalité, elles recouvrent une autre intention. Hmm. Et ça, c'est ça le travail du médiateur. Oui, bien sûr. Une autre question sur est-ce qu'on a déjà eu un cas de dialogue difficile avec un avocat? Tu veux dire, Aline, en tant que médiateur? Oui. Oui, bien sûr. C'est Oui. normal. Nous sommes très nombreux. Tout le monde ne peut pas s'entendre. Tout le monde, encore une fois, n'a pas la même culture. Donc, il y a des personnes qui arrivent en médiation et qui n'ont aucune culture de la médiation. Ce n'est pas un reproche, c'est comme ça. C'est les parcours professionnels, les âges, le tempérament, que sais-je. Hein. Donc, évidemment qu'on peut avoir des relations difficiles. Mais bon, ça fait aussi partie de nos professions. En médiation, on peut avoir des médias difficiles, on peut avoir des avocats difficiles, et on peut avoir parfois des médiateurs difficiles. Donc, tout le monde peut en prendre pour son grade. Je crois que il n'y a pas de... Enfin, moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je me dis toujours, il n'y a pas de situation désespérée. Et quelqu'un vient avec une hostilité à la médiation, ben moi, j'ai tendance à me dire, qu'est-ce qui fait que cette personne est hostile? Peut-être qu'elle a une raison, et que cette raison est entendable. Vous voyez? Et donc, ce serait intéressant qu'on puisse un moment échanger pour dire, voilà, moi, je sens bon, que vous n'adhérez pas vraiment, que, etc. Enfin, est-ce que je sens juste d'abord ou pas? Et qu'est-ce qui pourrait vous aider à rentrer dans cette médiation? Alors là, on va avoir des réponses. Et à partir de ces réponses, eh bien, peut-être que quelque chose pourra quand même se bâtir. Et qu'on pourra dire à la personne, écoutez, moi, je ne vous demande pas de croire en la médiation, je ne vous demande pas de croire dans mes capacités professionnelles, mais je vous demande de faire confiance au processus qu'on est en train de mettre en route et de lui donner sa chance. Voilà. On va Venir expérimenter. Voilà, et de l'expérimenter. Et on va voir où on arrive. Et si on arrive à quelque chose qui ne vous convient pas, eh bien, on en parle. On en parlera. Et on verra ce qui peut se corriger, si ça peut se corriger. Laurence, tu as des questions, je crois. J'ai eu des questions. Alors, j'en ai une qui est comment concilier la position haute de notaire et celle de neutralité et d'impartialité du médiateur familial si le notaire porte les deux casquettes? Écoutez, ça, moi je suis plus nuancée là-dessus, parce que c'est vrai que porter deux casquettes, mais pour les avocats qui sont avocats médiateurs, c'est pareil. Pour les coachs et qui sont également médiateurs, c'est pareil. Pour les psychologues qui sont c'est pareil. Je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Donc, je crois qu'il y a un travail personnel à faire, de clarification déjà. Et je crois qu'il ne faut pas être là-dessus d'une rigidité terrible, quoi. C'est-à-dire que c'est normal que quelqu'un qui a à un moment une compétence professionnelle, bah on sent qu'il a cette compétence professionnelle. On n'est pas cloisonné dans nos têtes. Mais par contre, ce qui est vraiment très important, c'est de préserver le cœur de la médiation. Et le cœur de la médiation, c'est de pouvoir vraiment entendre tout le monde, favoriser la parole de chacun pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit pour chaque personne et que vraiment on puisse travailler ensemble, qu'est-ce qui serait le mieux pour cette personne. On ne cherche pas un accord de bas de gamme, on cherche le meilleur accord possible pour tout le monde. Donc, ça, c'est le cœur vraiment de la médiation où je traite tout le monde de la même façon. Et on travaille tous ensemble. Et ça, c'est un cœur qui est vraiment à préserver. Et je crois après qu'il
qu'il est de la déontologie et du travail personnel de chacun, de dire là, bon là, attention, je vais peut-être trop loin parce que je rejoins mon domaine d'expertise, que je sois psychologue, que je sois notaire, que je sois avocat. Mais moi, j'ai vu en médiation, hein, de poser la question au médié, mais est-ce que là, je ne vais pas trop loin? Et presque toujours, ils le sentent et ils le savent. Ils disent non, mais là, ça, on verra ça avec notre avocat, ou on verra ça, ou il faut que j'aille travailler ça en coaching, c'est une autre affaire. Voilà. Je crois que cette honnêteté de la position du médiateur et sa transparence, elle est aidante. Et qu'il faut se faire confiance qu'on va savoir nous mettre nos limites. Je crois évidemment qu'un médiateur qui se permet de jouer entre guillemets au juge, de jouer à l'avocat ou de jouer à l'expert, n'est plus médiateur. Et on est dans une médiation qui n'est plus une médiation, mais qui est une sorte de négociation, parfois un peu manipulative. Autre chose après. Donc on ne parle pas de ça. Ici, on ne parle pas de ça. Laurence, tu as une autre question? Oui, j'ai une autre question. Alors, j'ai d'abord un commentaire et puis on finira par la question. Donc, un commentaire pour dire bravo pour cet état d'esprit. L'idée d'appeler les avocats dès que possible avant l'entrée en médiation et d'inviter au dialogue entre professionnels tout au long de la médiation est une très bonne idée. Et la question est, est-ce que c'est possible de résumer en 2-3 mots chaque rôle et chaque place du médiateur, du notaire et de l'avocat? Et en même temps, puisqu'on approche de la fin, je vais vous partager un peu les points qu'on a retenus en même temps qu'on répondra à cette question. Les points principaux de chacun, oui, c'est les rôles et les places de chacun. Enfin, en médiation, le médiateur, il est vraiment le garant du cadre. Vraiment. Il est le garant du cadre, il est c'est le capitaine du bateau, du petit bateau de médiation. Mais sur ce bateau, chacun a sa fonction et chacun doit se sentir bien à sa place. Alors, je ne les définirai pas par quelques mots, je le définirai comme ça. Pour moi, une médiation réussie, ce sont des médiés, c'est un médiateur, ce sont des avocats, parfois des experts, d'autres personnes, que sais-je, qui sortent en ayant l'impression qu'ils ont été là pour quelque chose, que leur présence a servi à quelque chose et qu'ils ont participé à la dynamique positive de la médiation. Et ça, c'est une sensation intérieure et qui ne trompe pas, qui ne trompe pas. Et là, on sent que c'est bien, que chacun a bien été à sa place. Merci, Marthe. Donc, voilà les points qu'on a un petit peu reconnus et sur lesquels, alors, il y a certainement plein d'autres choses dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, on s'est dit que c'était intéressant de mettre 5 points à retenir pour que vous puissiez partir avec quelque chose dans votre besace à la fin de ce webinaire. Donc, si tu veux peut-être les commenter un petit peu, Marthe, ou Aline, est-ce que tu as d'autres questions ou... Non, j'ai eu une remarque d'une participante avocate qui dit, mais moi, j'aimerais tellement pouvoir échanger avec le médiateur et parfois, je n'y arrive pas et parfois, c'est même mal interprété. Donc, voilà, donc quel dommage. Mais voilà, reconnaissons-nous si on a vraiment ces envies-là partagées et travaillons ensemble parce que ce sera tellement plus agréable, tellement plus riche et plus riche pour nos clients aussi. Enfin, oui, vraiment, il faut qu'on réussisse à s'identifier les uns et les autres quand on partage ces valeurs-là de coopération. J'aime beaucoup ton expression de soutien mutuel, Marthe. C'est tellement vrai. C'est vrai que quand on se sent soutenu par un autre professionnel dans une médiation, ça renforce la confiance en soi, ça donne envie d'aller plus loin. Ça vraiment, moi, je l'ai expérimenté et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très agréable. Donc, voilà, essayons de nous reconnaître, de nous identifier, peut-être faire marcher aussi nos réseaux, parce qu'on a tout à y gagner, vraiment. Oui, tout à fait. Il est certain que la coopération n'est pas le mode de travail le plus courant en France entre professionnels, dans tous les domaines, Mais à partir du moment où on porte ça en soi, je pense qu'on finit par rencontrer des gens, tu as raison, Aline, on finit par rencontrer des gens chez qui ça résonne bien. Oui. Et ça c'est vraiment important, parce qu'on se reconnaît finalement. On sent qu'on partage des choses proches et des envies aussi de travailler différemment. Et puis, je trouve qu'il y a pardon, je te coupe. Marthe, je trouve qu'il y a en plus une dynamique qui s'instaure
et la médiation ne va pas se passer de la même manière que si finalement le médiateur est tout seul dans sa médiation. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant, en tout cas pour moi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que dans les groupes d'analyse de pratique, j'aime bien faire ce mélange entre accompagnateurs en médiation et personnes qui font des médiations. Et c'est très intéressant parce que les points de vue sont différents et c'est très riche, bien sûr, très, très riche. Très, très riche. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 19h, nous sommes fidèles à notre tradition qui est de commencer à l'heure et de finir à l'heure. Donc, merci à tous pour votre présence certes un petit peu silencieuse ce soir, mais néanmoins très attentive, on l'a senti. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, on souhaite qu'il vous ait aussi intéressé. Il y en aura d'autres, toujours dans cette idée de promouvoir la médiation, de faciliter les médiations, de les rendre plus riches, plus intéressantes aussi. Et avec des intervenants qui changent à chaque fois. Et c'est toujours un plaisir. Merci à toi, Marthe, d'avoir été là ce soir, de nous avoir apporté toute ton expérience. Avec plaisir. Et toute cette réflexion qui te nourrit de par tes expériences de médiatrice et également d'analyse de pratique. Madame la Présidente, je te laisse le mot de la fin. Je dirais, avant que Marthe parle, si d'aventure vous avez des questions ou vous voulez continuer à en parler, vous avez notre adresse mail et surtout continuez parce que je pense que c'est comme ça aussi. C'est pas juste un webinaire en se disant voilà, on a assisté à ça et puis c'est fini. Non, c'est vraiment continuer le partage, continuer la communication, les échanges parce que c'est comme ça qu'on arrivera à avancer tous ensemble. Et si vous êtes professionnel, avocat ou notaire ou autre professionnel et que vous êtes intéressé par notre démarche de travailler ensemble, vraiment, mais venez nous voir. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye.